vais faire une courte introduction avant de laisser la parole à Manuel Muntoni. Donc après un premier webinaire en février sur la contamination des sédiments, ce deuxième webinaire porte sur la restauration des habitats de l'anguille. Alors l'objectif de ces webinaires, c'est d'apporter un bilan des connaissances sur un sujet de manière concise pour des acteurs divers et variés qui ont besoin de connaissances techniques générales sur ce sujet. Et on laisse un temps d'échange entre les participants dans une deuxième partie sur les enjeux associés à ce sujet. Alors, pourquoi la restauration des habitats d'anguilles ? En fait, un de nos grands objectifs de notre programme de recherche actuel est d'accompagner la réussite des opérations de restauration écologique sur l'estuaire de la Seine. En fait, suite au diagnostic repère, qui est un diagnostic de certaines grandes fonctionnalités écologiques de l'estuaire, ce diagnostic a débouché sur la définition de priorités de restauration des fonctionnalités des milieux estuariens. Et une de ces priorités de restauration concerne les continuités hydrauliques, ce qui nous a amené à définir un de nos axes de travail prioritaires sur l'étude des modalités de restauration de ces continuités hydrauliques. Et nous avons choisi d'aborder ce sujet par le biais de l'anguille en tant qu'espèce parapluie, avec les capacités d'accueil des habitats de la vallée et la connectivité entre le lit mineur et ses habitats latéraux. Alors, de nombreux acteurs interviennent sur l'acquisition de connaissances sur l'anguille dans notre vallée. Alors, notamment Seine-Normigre, les fédérations de pêche et de protection des milieux aquatiques de Seine-Maritime, de l'Eure, le PNR des boucles de la Seine, la Maison de l'Estuaire, la cellule de suivi du littoral, Aropaport, l'Agence de l'eau Seine-Normandie et le Muséum national d'histoire naturelle. Toutes ces structures donc acquièrent des données sur les anguilles. Et le rôle du GIP Seine-Aval dans tout ça a été notamment à partir de l'année dernière, en 2023, d'animer un groupe de travail pour animer des échanges techniques sur les protocoles et sur les moyens à mettre en œuvre. Et nous avons financé également, dans le cadre d'un partenariat scientifique, le Muséum national d'histoire naturelle pour bancariser et analyser les données disponibles. Donc, ce travail a donné lieu à une synthèse de connaissances en 2023. Et cette synthèse a débouché là actuellement sur un projet de recherche mené par le Muséum et le laboratoire EPOC qui vient de se lancer. Donc, je vais laisser la parole à Manuel Muntoni pendant 20-25 minutes pour une présentation. Et ensuite, on se gardera une vingtaine de minutes d'échange. Et petite précision, que ce soit la présentation ou les échanges, tout sera enregistré et diffusé sur la chaîne YouTube du GIP Seine-Aval. Bon webinaire. Merci Élise. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Manuel Muntoni, chargé de mission au GIP Seine-Aval. Je m'occupe, comme Élise a dit, de tout le volet restauration et plus écologique au sein de l'estuaire. Et je suis donc ici aujourd'hui pour discuter avec vous, vous présenter un peu quels sont les enjeux de restauration des habitats de l'anguille européenne en estuaire et essayer de reparcourir un peu toutes les connaissances que l'on a actuellement, dont on dispose, les prochains pas à suivre justement pour pouvoir affiner cette connaissance et pour pouvoir améliorer la précision aussi de nos mesures de restauration pour la suite. En petit plan de la présentation, donc, on partira avec des généralités du cycle de vie de cette espèce, patrimoniale, emblématique et encore mystérieuse, avec quelques informations sur l'état de conservation. Et justement, le cœur de notre présentation, qu'est-ce que nous savons en réalité pour cette espèce, une estuaire de Seine, et quelles sont les problématiques et les leviers de restauration pour cette espèce, mais aussi pour les habitats en général, comme on verra pour la suite dans l'estuaire de la Seine. Une grosse partie des informations que je vous présenterai aujourd'hui vient justement du rapport de synthèse qu'Elisa Venas vient de mentionner. C'était le muséum qui s'est chargé de collecter toute l'information disponible, de mettre tous les partenaires autour d'une table pour monter ces groupes de travail anguille en scène. Et donc, tout le monde a participé activement. Donc, je me ferai porte-parole de ce travail. Et une grosse partie justement des informations que je vous livrerai aujourd'hui sont issues de cette synthèse. Donc, je n'hésiterai pas à solliciter les différentes parties prenantes pour pouvoir discuter à la fin de cette présentation. L'anguille européenne, une espèce emblématique et mystérieuse, comme on disait, une espèce qui est apparue il y a à peu près 3 millions d'années
différenciation avec l'anguille américaine et qui a un cycle de vie très complexe. Un cycle de vie très complexe qui se divise entre la mer et les continents. Et notamment, il y a justement ces grands voyages que l'anguille fait pour se rendre sur les lieux de reproduction et pour revenir sur les côtes nord-atlantiques pour la suite, dans lesquelles elle est justement un des migrateurs les plus performants, plus de 10 000 kilomètres parcourus depuis la naissance des larves qui, à partir de la mer des Sargasses, qui représente les lieux de reproduction supposés, grandissent au fur et à mesure et arrivent avec les courants vers notre côte jusqu'à la rentrée des civelles qui restent un certain temps dans les milieux continentaux avant de rejoindre la population reproductrice dans la mer des Sargasses. C'est une espèce, comme on disait, qui encore garde une heure de mystère. Une reproduction quelque part dans les profondeurs de la mer des Sargasses. Le lieu précis n'a pas encore été identifié. Aucun événement reproductif n'a jamais été reporté, ni des œufs n'ont jamais été retrouvés, malgré les efforts en termes d'échantillonnage qui ont été faits autour. Des larves, les leptocéphales, qui présentent des tailles au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la mer des Sargasses, plus importante à démonstration du fait qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces milieux et qui voyagent pendant plus ou moins un an avant d'arriver sur les côtes nord-atlantiques et pénétrer dans les estuaires sous forme de civelles. Donc, une première métamorphose qui a lieu avant de leur rentrer dans les côtes, même si les modélisations hydrodynamiques nous disent qu'elles devraient mettre 2 à 3 ans. Donc, des mystères dans des mystères. Ici, vous avez une image prise par Eric Fantin, un peu, voilà, un des plus grands experts français concernant cette espèce, avec un leptocéphale qui était anciennement identifié comme une autre espèce, Leptocephalus brevirostris, et qu'on n'arrivait pas forcément à accrocher justement à l'espèce anguille. Il a fallu attendre le 2022 pour avoir les premières évidences à partir de quand Aristote avait émis l'hypothèse que cette espèce se reproduisait en se frottant sous les rochers. En réalité, c'était des anguilles qui souffraient de parasitose. Mais il a fallu attendre le 2022 pour avoir des premières évidences d'anguilles européens qui migraient vraiment de façon très proche vers la mer des Sargasses avec des balises satellitaires qui étaient qui étaient installées sur des anguilles et qui étaient relâchées sur la mer des Azores et qui donc ont parcouru plusieurs kilomètres avant de joindre justement la mer des Sargasses. En tout cas, cette espèce est une espèce que l'on peut considérer comme être très plastique, plastique pour sa capacité de s'adapter à des différents milieux, mais aussi plastique dans ses formes. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs stades de vie qui correspondent à plusieurs besoins écologiques quelque part de la part de cette anguille, avec le leptocéphale, avec sa forme à feuille qui permet justement une dispersion importante au sein des courants marines, qui permet après de parcourir de longues distances avec un moindre effort, jusqu'à arriver avant les côtes, les civelles, point en charge, l'installation dans le milieu continental, la pénétration dans les estuaires, et qui se transforment en anguillettes une fois qu'ils arrivent dans le milieu continental pour grandir. Ils passent plusieurs années jusqu'à rejoindre justement le stade jeune, qui est vraiment la forme adaptée à la croissance et milieu continental, avec une dernière métamorphose qui a lieu avant de rejoindre la mer, le stade argenté, avec la maturation des gonades qui s'est fait pour la reproduction au fur et à mesure de ces longs voyages qui font les anguilles. Malgré cette plasticité, l'anguille est une espèce menacée d'extinction. Elle est une espèce considérée par le IUCN comme un danger critique d'extinction. Et on peut voir ici les informations issues de modélisation qui sont faites par le groupe de travail sur l'anguille européenne, qui montrent qu'à partir des premières années 2000, la situation de l'anguille a commencé à être vraiment qui a vraiment un mauvais état, avec une légère reprise en 2015, mais qui n'a pas vraiment permis de rétablir les stocks. Comme vous pouvez le voir, on reste sur un plateau quelque part de valeur très basse.
Et un estuaire de Seine, l'anguille a représenté une espèce très importante pour la pêche, mais plus largement pour la vallée de la Seine, hein. Ici, on avait un estuaire 250 tonnes de poissons qui étaient débarqués par les personnes de Rouen et Elbeuf, dont une bonne partie était représentée par les anguilles, à peu près les 50 tonnes. Et à partir des années 2000, on a vu la pêche s'affaiblir énormément. La pêche des anguilles jaunes est passée à 5 à 10 tonnes, avec encore une pêche quelque part rituelle concernant la civelle. La civelle, qui, comme vous savez, a une importance dans le marché par rapport à cette espèce qui après a induit aussi à des phénomènes de braconnage pour la suite. Jusqu'en 2008, où il y a eu l'application de plans de gestion pour l'anguille à l'échelle nationale et plusieurs arrêtés préfectoraux qui ont commencé à interdire la pêche des l'anguille, comme aussi du reste d'autres poissons à cause des problématiques liées à la contamination. En tout cas, en 2008, il y a eu un arrêté de pêche concernant l'anguille jaune et l'anguille argentée, jusqu'à arriver au 2022 à la pêche à l'anguille strictement interdite dans tous les départements historiens. En effet, l'estuaire de la Seine représente un enjeu majeur pour la gestion de l'anguille, puisque une grosse partie des géniteurs qui sont livrés en France vient du bassin de la Seine. On estime, d'après les modélisations EDA, que plus ou moins les 25% de production française vient de notre bassin, ce qui nous donne une responsabilité vis-à-vis de la gestion de cette espèce. Et donc, l'estuaire représente quelque part un couloir de migration pour la montaison et la dévalaison de cette espèce, et aussi un espace de croissance privilégié. Ceci est un peu plus méconnu. Pour ce qui concerne le couloir de migration, on a un premier barrage longitudinal qui se trouve à Pose. Je pense que la plupart de vous connaissent très bien. Barrage qui avait été équipé dans les années 90-91 précisément d'une première passe à poisson, celle qu'on appelle un rive gauche, dans laquelle il y avait justement une rampe pour les anguilles et qui était équipée plus récemment d'une passe à droite. Or, on peut voir ici dans ces graphes qu'il y a des différences remarquables concernant l'efficacité de ces deux passes. On peut voir que pendant des années, on est resté avec la seule passe de rive gauche avec des effectifs très faibles qui pouvaient varier, mais qui ne s'approchaient pas de l'efficacité de la passe rive droite qui a arrivé à presque avoir, par exemple, en 2018, presque 500 000 individus qui sont passés. Donc déjà, un stock pour la vallée qui avait subi énormément de dommages quelque part liés à la discontinuité induite par le barrage de Pose. Quand on regarde d'un peu plus près les différences qu'il y a dans les effectifs qui traversent ces barrages, on voit que la passe en rive droite, elle est beaucoup plus perméable, elle présente de façon systématique des valeurs plus élevées, comme vous avez pu constater lors du graphe précédent. Et ceci est principalement attribuable au fait qu'il y a des facteurs hydrologiques qui impactent la performance de la passe en rive gauche. Et notamment l'attractivité est fortement impactée par des pales planches qui se trouvent sur les côtés. Donc, vraiment, une structure géomorphologique peu adaptée avec des forts courants qui sont engendrés, qui donc permet le passage que de peu d'anguilles et, comme on verra pour la suite, de taille plus importante. Et après, un turbinage important généré par l'usine hydroélectrique qui influence sans doute le passage. Et ceci, on le voit aussi par rapport à la distribution des tailles dans les deux passes, avec les passes en rive gauche qui présentent des anguilles de taille plus élevée. Seulement les 20% sont des anguilles de l'année. Et la rive droite qui, justement, permet quelque part cette remontée contre-courant, mais contrôlée, donc qui augmente aussi l'attractivité et la perméabilité de cette passe, avec 80% des anguilles qui sont de l'année. Donc, on peut voir dans les graphes, la rive droite, c'est le noir, avec des classes d'âge beaucoup plus petites, ce qui permet après de déclencher un patron de colonisation avec des anguilles plus petites pour la suite dans la vague.
Mais aussi, la continuité longitudinale au sein de l'estuaire se réalise aussi à travers la perméabilité, quelque part, des affluents estuariens. Et on voit que là aussi, on a des problèmes de discontinuité importantes, de déconnexion importantes, notamment à exception de quelques affluents. Les effectifs moyens sont faibles. Sauf la Vilaine, la Fontanelle, l'Ostrobel, dans lesquels on trouve 20 individus par station, mais ce n'est pas non plus des valeurs qui sont très élevées. On a après un linéaire de cours d'eau, surtout les linéaires qui étaient échantillonnés, très faibles pour ce qui concerne la colonisation. Seulement le 40% de linéaire de cours d'eau est colonisé. Et on voit que les individus de l'année n'accèdent qu'à seulement le 20% de ces linéaires. Donc, ça veut dire que la colonisation s'est faite par step suivante, mais que l'accessibilité n'est pas donnée d'un seul coup à tous ces individus qui arrivent en estuaire et qui souhaitent monter. C'est pour ça que les anguilles jaunes sont quelque part les plus représentées au sein de ces réseaux, avec des tailles comprises entre 15 et 30 cm. Mais ce que l'on observe, et c'est le côté après un peu plus dangereux aussi pour l'efficacité de la reproduction, c'est qu'on voit une baisse d'abondance plus ou moins généralisée des futurs géniteurs. Et donc des anguilles de grosse taille qui vont se préparer pour la migration reproductive dans ces influents, ce qui démontre un certain niveau de dysfonctionnement par rapport à la continuité écologique dans ces secteurs. Pour ce qui concerne l'estuaire, plus précisément, les anguilles semblent coloniser tous les habitats de l'estuaire, le lit mineur, la mosaïque latérale, les filandres, les marais, les réseaux de fossés, et tous les stades de vie sont présents dans l'estuaire. Cependant, les informations sont très éparses et on n'a pas eu la possibilité de dresser un bilan global de fonctionnement démographique de cette espèce en estuaire de Seine, mais nous avons essayé quand même de collecter à travers tous nos partenaires, quelque part, les informations qui nous ont permis d'établir un premier état des lieux. On a vu par exemple que dans les lits mineurs, on a une diminution forte de l'abondance d'aguilles de l'aval vers l'amont, avec une abondance qui est globalement faible en hiver, et deux zones qui sont les plus peuplées pendant le printemps et l'été, notamment l'embouchure avec la vasière qui jouait un rôle très important pour les densités de cette espèce, mais qui a subi un déclin significatif depuis le début des années 2000, jusqu'à ce que cette espèce soit disparue des radars en 2015, avec des effectifs qui restent très, très bas depuis. Et aussi, le secteur entre Douclair et la Val de Rouen, qui paraît être propice pour cette espèce, avec des densités qui sont plus élevées par rapport à ce qu'on a pu constater dans les autres boucles. Je parle bien du lit mineur. Peut-être dû au fait que dans ces secteurs, on trouve une mosaïque latérale d'habitats aquatiques qui convient particulièrement. Il y a une différenciation des habitats aquatiques qui convient différemment. Et c'est pour ça qu'aussi on trouve différents âges et différentes classes de taille dans ces secteurs. On a vu effectivement que la diversification des habitats et de leur profondeur et de la structure géomorphologique joue un rôle important dans la diversification de la capacité d'accueil. On a, par exemple, une relation positive entre la taille et la profondeur qui est intéressant à explorer pour la suite pour comprendre un peu quels sont les besoins écologiques de cette espèce. Si on veut spatialiser un peu ces informations, on peut voir que les différents acteurs qui s'en chargent justement de suivi dans leurs respectifs périmètres ont identifié quand même des patrons. Par exemple, dans les marais indigués de la réserve, on voit qu'on a une prépondérance des anguilles de petite taille. À peu près les 65% est constitué par des individus qui font moins de 30 cm. Au contraire, le marais de Crescenval présente des anguilles qui sont sédentarisées, avec des individus plus grands, ce qui, quelque part, nous suggère un certain niveau de déconnexion, un certain niveau de sédentarité de ces individus. Dans les marais verniers, aussi, on voit qu'il y a une utilisation différente des habitats, avec un réseau de fossés colonisés par des anguilles de petite taille, et les milieux aquatiques, comme la grand-mare, le milieu aquatique un peu plus profond, dans lequel on trouve les anguilles âgées. La même chose, on peut faire pour tous les autres secteurs dans lesquels la présence d'anguilles est plutôt liée à la présence d'un réseau de fossés.
réseau des fossés, il représente quelque part un milieu de substitution, puisque le réseau des fossés aussi subit des assèchements, donc peut entraîner, des mortalités intensives sous certaines conditions, notamment voilà, l'été, la sécheresse. Et aussi, voilà, sous les marais et sous d'autres milieux, on a une déconnexion qui s'avère, notamment avec les lits mineurs, et donc certains secteurs ne sont pas colonisés. On voit aussi une chose intéressante, que dans les secteurs dans lesquels on a des filandres, ces milieux sont plus ou moins systématiquement colonisés par les anguilles, qui l'utilisent quelque part comme couloir vers, entre les habitats de nourrissage et les habitats quelque part de repos qui se trouvent dans les lits mineurs. Et c'est le cas, par exemple, dans la boucle de trait dans laquelle il y a un filandre, sur lesquels il y a des réflexions de restauration qui est régulièrement colonisée par les anguilles. En effet, les informations restent éparses, hétérogènes, mais on voit bien qu'il y a un potentiel d'accueil important d'un estuaire de Seine, à condition de rendre justement les habitats accessibles. Quoi qu'il en soit, l'anguille montre un peu partout une tendance à la baisse. Ceci est expliqué bien sûr par des problématiques à l'échelle locale, donc des dysfonctionnements et des altérations qu'on peut avoir ici en estuaire de Seine, mais aussi pour les pressions qu'elle peut rencontrer tout au long de sa vie, pour la plupart, comme vous le savez, d'origine anthropique, à partir du changement climatique, de la pêche, après tout ce qui affecte la partie de vie continentale effectifs marqués à l'échelle de la population globale. Donc, bien sûr, ça répercute aussi sur les arrivées et sur les départs par rapport aussi à la réalité locale. Cependant, en estuaire de Seine, on a un beau corollaire de menaces locales à partir des discontinuités écologiques sur le plan transversal et aussi longitudinal, comme on a pu le voir pour la suite avec les barrages de pause. Une déconnexion progressive qui se réalise entre les lits mineurs et les lits majeurs avec l'artificialisation des berges, les obstacles d'écoulement, mais aussi après quelque chose qui affecte la disponibilité, la qualité des habitats et qui affecte directement la capacité d'accueil. Pour ce qui concerne les discontinuités écologiques, nous avons presque 200 km de berges artificielles, revêtues à forte pente, principalement en dalle de béton, ce qui représente une déconnexion importante et qui rend les habitats latéraux très peu accessibles et qui a eu aussi le démérite d'effacer totalement la mosaïque latérale d'habitat. Et même si une certaine partie d'anguilles peuvent arriver dans les réseaux de fossés qui fait plus de 2000 km pour information à l'échelle de la plaine, ça c'est des informations qu'on a obtenues à travers d'autres projets qui sont actuellement en cours, notamment le projet Connect et le schéma environnemental des berges pour ce qui concerne la structure des berges. Même si les anguilles arrivent à entrer dans ces réseaux de fossés, plus ou moins fonctionnels qu'ils soient, par rapport justement à la pérennité de ces habitats, elle se trouve avec plus de 2600 ouvrages hydrauliques qui peuvent influencer la continuité écologique et donc avec une énorme difficulté à utiliser ces habitats dans leur totalité et les utiliser pour pouvoir circuler librement entre les lits majeurs et les lits mineurs et pour les différents aussi pour pouvoir circuler entre les différents habitats du lit majeur. Et après, nous avons un problème de disponibilité des habitats avec l'artificialisation, la perte de la mosaïque, comme je vous disais, des zones humides avec énormément d'appropriation anthropique des milieux humides et des problèmes liés à la gestion des niveaux d'eau. Juste pour vous faire un exemple, ici, nous avons reporté un différentiel par rapport au mode d'occupation de sol entre les années 70 et 2010. Et comme vous pouvez le voir, les milieux humides et les zones intertidales sont parmi les milieux qui ont perdu le plus à faveur de milieux agricoles et des milieux urbains industriels. Ce qui dénote effectivement une perte nette d'habitat qui a diminué fortement la capacité d'accueil de cette espèce en estuaire de Seine.
Mais pour qu'ils travaillent en scène double peine, on n'a pas simplement la disponibilité d'habitat qui nous manque, mais il y a aussi une problématique liée à la qualité des habitats et notamment les contaminants qui peuvent affecter la fitness et qui peuvent affecter justement et qui peuvent influencer l'état physiologique des anguilles et aussi bah, des parasites introduits comme l'anguille, voilà, qui ont créé énormément de problèmes. Si vous avez assisté au premier webinaire, c'est dit qu'il a parlé de substances chimiques, de toutes les substances qu'on peut trouver dans les sédiments de la Seine. Bah, on a un panel de plus de 250 substances qui sont détectées dans les sédiments. Bah, si on les met à côté d'une espèce fortement accumulatrice comme l'anguille, bah, ça ne fait pas bon ménage forcément. Et vous avez ici l'exemple de PCB avec les ténors dans les anguilles en Seine. Et vous pouvez voir que bah, on ne respecte pas la ténor maximale admissible par PCB. Donc voilà, avec des effets qui peuvent au-delà du côté sanitaire et du fait de ne pas pouvoir consommer ces poissons pour l'homme, mais qui ont des effets vraiment sur l'état de santé de ces espèces. Et comment? Quels sont les effets? Bon, on a des effets chroniques, donc des stress, des lésions tissulaires, des problèmes sur l'osmorégulation, mais aussi des problèmes qui un peu plus profonds quelque part, sur un dérèglement hormonal et tout ce qui concerne la temporalité de la dévalaison, par exemple, avec des déclenchements précoces de l'argenture, ce qui veut dire que il y a une anticipation de la dévalaison avec un stock énergétique qui est insuffisant pour permettre la traversée jusqu'à la mer des Sargasses. Au contraire, on peut avoir des retards dans la dévalaison car les mécanismes de détoxification nécessitent de l'énergie. Et c'est de l'énergie que l'anguille se trouve à devoir accumuler davantage pour pouvoir justement performer sa migration vers la mer des Sargasses. En tout cas, après, les mécanismes de notification peuvent avoir lieu aussi lors de la migration et à ce moment, il peut y avoir aussi une maturation des gonades qui est impactée par les contaminants et qui donc peut en fin affecter le succès reproductif de l'espèce et impacter la fitness de ces individus. Bien sûr, comme un peu partout en Europe, on a des taux d'infestation importants ici en estuaire, notamment par rapport aux parasites introduits en Anguillicola crassus. À peu près les 63% des individus étaient infectés en 2008 sur 120 individus à peu près, et 50% en 2009 selon les études qui ont été faites par la cellule de suivi du littoral normand. Ces valeurs s'attestent parmi les plus élevées au niveau de l'aire de répartition de l'anguille européenne. Et cependant, nous avons encore des informations éparses pour bien comprendre l'évolution et l'état de santé. Surtout pour une problématique qui est quelque part récente et qui n'a pas vu l'anguille comme encore prête pour s'adapter. En effet, Anguille colacas était introduite à peu près dans les années 80-90 en Allemagne. Hein. C'était des anguilles qui étaient importées pour l'aquaculture, des anguilles du Japon qui étaient importées pour l'aquaculture en Allemagne. Et depuis, on a eu énormément de problèmes. Tout en sachant que pour l'anguille du Japon, il y a peu de problèmes induits par ces parasites qui affectent la vessie natatoire et qui donc peut endommager notamment les tissus de cette espèce jusqu'à déterminer la mort. En estuaire des Seines, il y a déjà des mesures de gestion qui sont mises en place. Et donc, l'idée, c'est de les reparcourir ensemble. En effet, l'estuaire des Seines fait partie des zones d'action prioritaires du plan de gestion sur l'anguille. Et notamment, on fait partie de l'unité de gestion Seine-Normande. En général, dans le plan de gestion pour l'anguille, l'objectif est la reconstitution des stocks d'anguilles avec mon objectif de réduire la mortalité et d'assurer une bonne croissance et donc un bon départ des valaisons des géniteurs vers l'océan. 3 axes principaux ont été identifiés pour notre unité de gestion. C'est le repeuplement, le rétablissement, mais comme pour d'autres unités de gestion, le rétablissement de la libre circulation et les programmes de suivi. Pour ce qui concerne le repeuplement, vous avez ici les valeurs
qui ont été recensés de la part du groupe de travail sur l'anguille européen. Nous avons ici les tonnes de civelles qui sont pêchées en France et il y a dans les plans qui sont développés une obligation en termes de quote d'attribuer au moins les 60% de ces civelles qui ont été pêchées pour de faire du restocking, du repeuplement. La réintroduction de juvéniles quelque part dans les bassins qui sont peu colonisés naturellement, c'est une pratique commune. C'est une pratique qui est adoptée aussi dans d'autres pays européens, hein, à l'échelle européenne. Ce qui était surprenant, c'est que il y a eu un effet de la politique aussi dans les dynamiques de repeuplement. Depuis le Brexit, comme je voulais mettre ici, la France exporte des civelles pour alimenter des projets de restocking à l'échelle européenne, avec des chiffres qui sont quand même conséquents. Il y a la Suède, la Finlande, l'Hollande, le Danemark, avec plusieurs millions d'individus qui chaque année sont pêchés en France pour être remis en milieu naturel, mais dans d'autres pays. Mais ce qui était plus étonnant, c'est que globalement, l'équilibre démographique des anguilles dans ces pays se base énormément sur le restocking. C'est quelque chose que doit nous faire réfléchir quelque part, puisque faire du repeuplement, c'est bien, mais c'est de mettre quelque part un pansement. Et il faut aussi réfléchir à rétablir les conditions quelque part, les conditions idéales d'habitat, les conditions propices pour la croissance et l'accueil et l'arrivée de ces espèces, quitte à avoir justement peu d'effets par rapport aussi à la réintroduction d'individus. Et en effet, on a pu voir qu'il y a une bonne dynamique pour ce qui concerne le rétablissement de la continuité piscicole en estuaire de Seine. Donc, on respecte quelque part nos engagements vis-à-vis du plan de gestion de l'anguille. On pourrait faire mieux, mais on fait déjà quelque chose. Ici, je vous ai présenté un peu l'état des lieux, je vous présente un peu l'état des lieux qu'on a fait en 2021. Vous pourrez trouver ces informations sur notre site web, sur la page de notre observatoire. En estuaire de Seine, il y a eu quand même des projets visant à rétablir la continuité piscicole. On a recensé 9 mesures. Ce qui est confortant, c'est que peu importe la mesure précise, mais toutes ces mesures de restauration de la continuité ont mené à une augmentation des densités d'anguilles de façon très nette, très claire. Il y a d'autres projets à venir, hein, par exemple la réouverture de Cailly ici à Rouen, mais en réalité, l'anguille est une espèce qui bien arrive à s'adapter, elle arrive à coloniser plein de milieux, donc il y a la possibilité de recoloniser un milieu et le fera, et c'est pour ça un bon indicateur justement de la réussite de la restauration, néanmoins vis-à-vis de son espèce. Mais comme je disais, rétablir quelque part la continuité transversale, longitudinale, pardon, vers les affluents, c'est important. Ça permet à ces espèces d'accéder au milieu de la plaine et du bassin. Mais c'est important aussi de réfléchir, surtout ça pour l'estuaire, en termes de continuité transversale. Par exemple, la diversification des berges, la réduction de linéaires artificiels, ce n'est une, mais surtout, c'est le préalable fondamental pour pouvoir, quelque part, restaurer la capacité d'appel de la vallée. Pour ce faire, il y a plusieurs points sur lesquels on calque la main à chaque fois qu'on travaille sur la restauration écologique en estuaire de Seine. Et que ce soit pour l'anguille ou pour d'autres espèces, pour le fonctionnement plus général, hein, en termes écologiques, aussi pour le fonctionnement biogéochimique, les leviers sont toujours les mêmes. Et donc, ce que nous préconisons à chaque fois, c'est la restauration de la mosaïque latérale et un espace de mobilité latérale du fleuve, la réhabilitation des zones aquatiques avec la diversification des conditions hydrologiques, la réactivation, par exemple, d'un ex hydraulique qui sont peu fonctionnels actuellement, et le maintien des niveaux d'eau dans les réseaux hydrauliques, par exemple les fossés, qui bien sûr représentent eux-mêmes un dysfonctionnement par rapport au milieu humide, mais qui néanmoins permet à cette espèce de coloniser ce milieu de substitution et de pouvoir perpétrer justement tout le cycle de vie.
La restauration des zones humides, notamment les marais, dans lesquels, encore une fois, il y a besoin de rationaliser le niveau d'eau et de garantir une lame d'eau qui puisse être propice à la croissance de cette espèce. Et bien sûr, Dulcis in fundo, l'amélioration de la qualité chimique des habitats, leviers sur lesquels on a en réalité pas trop la main, d'autant plus qu'une bonne partie des sédiments que l'on retrouve en Seine sont liés aux sédiments. Mais quand même, il y a des réflexions à faire pour amener, pour essayer d'améliorer la qualité de ces milieux. Pour ce que je vous ai dit, justement, l'anguille est considérée une espèce parapluie puisqu'elle a un cycle de vie et une capacité de colonisation qui touche à plein d'habitats différents et complémentaires. Et donc, indirectement, protéger l'anguille veut dire protéger, restaurer plein d'habitats différents, diversité, la complexité des écosystèmes qu'elle fréquente. Et ça peut aussi impulser et être une opportunité pour restaurer à plus large échelle le fonctionnement de milieux humides aquatiques à travers des approches qui soient plus holistiques et quelque part est utilisé aussi comme levier de restauration de par sa patrimonialité pour pouvoir s'adapter aussi au changement climatique, comme par exemple la récréation des mosaïques latérales ou des zones d'expansion des eaux estuariennes pour ce qui concerne l'estuaire ou des zones d'expansion des flux pour d'autres milieux. C'est par exemple le cas que je trouvais très intéressant sur la vallée du Severn en Angleterre, dans lequel ils ont mis en place ce projet. C'est un programme sur 25 ans, ça s'appelle Escapes, dans lequel on essaie de propulser une approche holistique qui intègre patrimonialité, fonctionnement écologique et économie aussi, puisqu'on a un travail de concertation avec les acteurs du territoire et notamment, par exemple, l'agriculture pour convertir ce qui aujourd'hui sont des financements sous forme de PAC et d'autres types de financements qui soient aussi bien rentables pour eux, mais qui vont plus dans le sens du maintien de cette fonctionnalité sous les milieux de la vallée du Sévère. Mais comme on le sait, pour restaurer, c'est nécessaire de vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut restaurer, avoir un bon état des lieux et acquérir des connaissances plus précises sur les dynamiques et sur les phénomènes, notamment pour cette espèce qui est quand même très répandue, mais très cryptique pour avoir des informations standardisées, homogènes à l'échelle de la vallée. Et donc, c'est pour ça que nous avons entamé un programme de recherche avec les muséums dans lesquels on a déjà mené cette première synthèse qui a fourni la majeure partie des éléments que je vous ai présentés aujourd'hui, avec un premier bilan sur l'anguille à l'échelle de l'estuaire. Mais aussi, nous avons pu identifier à travers cette synthèse quels sont les points durs de la connaissance et quels sont les marges de manœuvre et les points d'amélioration possibles. Par exemple, nous avons vu que nous savons très peu sur l'utilisation des habitats latéraux. Il n'y a jamais eu un programme global d'échantillonnage pour pouvoir suivre, même si c'est le court terme, la vallée dans son ensemble. Sur quel est l'état physiologique des anguilles qui vit en Seine et quels sont les impacts justement que cet état a sur les anguilles et sur le peuplement d'anguilles. Il y a plein d'autres questions qui sont ouvertes et qui peut-être seront abordées pour la suite. Par exemple, reste la question de recrutement de civelles, puisque si c'est vrai qu'on sait ce qui se passe à Pose grâce au travail de Seine-Ormigle, on ne sait rien concernant la dynamique des civelles entre l'embouchure et les barrages de Pose, même s'il y a eu des premières tentatives avec les flottants pour commencer à avoir un peu comment déchiffrer quelque part l'arrivée des civelles et avoir une approche un peu plus globale. Et bien sûr, après, toutes les problématiques liées au changement climatique que pour l'instant doivent rentrer forcément dans la prise en compte de la gestion et des connaissances qu'il faut affiner pour arriver à cette espèce. Donc, grâce à l'identification de ce manque de connaissances, nous avons réussi à aboutir à un projet qui est coordonné par les muséums, dans lequel l'objectif principal, c'est d'évaluer l'accessibilité, la disponibilité et la fonctionnalité des habitats latéraux de l'estuaire de Seine. L'idée, c'est de comprendre
comment se déroule l'installation, donc le settlement de la croissance des anguilles et comment on peut avoir des informations à l'échelle de la vallée. 2 actions ont été identifiées. La première action qui vise à caractériser la disponibilité et la fonctionnalité des habitats latéraux à l'échelle de l'estuaire. L'idée, c'est d'acquérir des informations sur des individus, essayer de modéliser la distribution spatiale sur la base des caractéristiques du milieu, mais aussi sur la base de l'état physiologique de l'anguille. Et il y aura tout un panel d'analyses qui seront faites sur les individus qui seront prélevés concernant la croissance, le régime trophique, la présence des parasites, la contamination, la croissance via la lecture des otolithes, la microchimie, le sextrate et d'autres. Et après, en action 2, une autre action qui vise à quantifier un peu plus finement comment se déroule la continuité fine échelle au sein des habitats latéraux. Et l'idée, c'est d'équiper un certain nombre d'anguilles d'émetteurs acoustiques, d'avoir des hydrophones sur place et de pouvoir suivre les mouvements des anguilles pour 2 ans dans le périmètre de la réserve. Donc, j'espère d'ici quelques temps de pouvoir faire un autre webinaire avec des informations plus précises sur cette espèce. Et je vous laisse maintenant la place. Je vous remercie pour votre attention. Et je suis là avec tous les partenaires que je veux être nombreux parmi les inscrits à ce webinaire qui pourront aussi également répondre à vos questions. Merci bien. Merci Manuel. Il y a une première question dans le chat de Monsieur Delacour qui demande quelle est la durée moyenne de présence des anguilles dans l'estuaire. Un estuaire, elle passe, ça dépend. On a 2 ans à peu près pour les anguilles qui peuvent après monter sous les barrages des pauses, mais ça peut aussi durer bien plus longtemps, de l'ordre de 10 à 12 ans pour certains individus. Y a-t-il d'autres questions? Si... Oui, il y a une main levée. Oui, bonjour, c'est moi. Jean-Claude Dauvin. Oui, bonjour, merci Manuel pour cette présentation synthétique. Bon, on parle beaucoup de l'estuaire de la Seine, c'est normal au gypse naval, mais j'aimerais savoir quand même s'il y a des données sur les autres fleuves côtiers au niveau de ces populations d'anguilles, en particulier l'Orne, parce qu'il me semble qu'aux 20 ans du gypse, vous avez aussi évoqué que la région souhaitait développer des actions sur les fleuves et en particulier sur l'Orne. Je ne suis pas au courant d'informations détaillées sur l'Orne. Néanmoins, nous ne les avons pas prises en compte pour monter ce projet. Ça peut être ceci l'occasion justement de voir s'il y a des informations que vous mutualiser, effectivement, on mettra en contact. Mais non, nous n'avons pas, dans le montage de ce projet, utilisé d'autres fleuves côtiers comme référence. Une autre question, je ne connais pas la réponse là. Est-ce qu'il y a des phénomènes de homing chez les leptocéphales et les juvéniles d'anguilles, c'est-à-dire celles qui viennent de la Seine, les civelles remontent en Seine, ou alors c'est au hasard? Ça semblerait qu'il y a des effets supposés de homing, mais je ne suis pas sûr. Après, peut-être que quelqu'un aura des précisions par rapport à ça. Je ne suis pas sûr qu'on les ait testés. Et ceci pourrait peut-être expliquer aussi pourquoi la baisse de recrutement, après, ça pourrait se traduire aussi dans une baisse d'arrivée pour la suite. Peut-être qu'au niveau de l'équipe de Scénar Migre, vous avez des précisions à nous apporter, peut-être sur l'histoire de l'Orne. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien là? Oui, très bien. Oui, alors sur l'estuaire sur toute l'Orne d'ailleurs, pas que sur l'estuaire, effectivement, nous on a c'est la fédération de pêche du Calvados qui fait des pêches spécifiques anguilles sur tout le bassin. Alors nous, ce qu'on observe, c'est un peu la même tendance que sur tous les autres côtiers normands, on va dire, c'est que
Au gré des aménagements RCE, on a des progressions des jeunes individus d'anguilles le long des axes. Ça, c'est clair. On a aussi, après, on a deux tendances qui s'opposent un peu au niveau de l'abondance. En gros, au niveau de tous les jeunes stades, donc les anguilles de moins de 30 cm, on est légèrement à la hausse au niveau des abondances sur nos stations. Par contre, sur les individus les plus gros, donc au-dessus de 30, mais surtout au-dessus de 45 cm, donc tous les génitrices potentielles, là, on est plutôt sur une tendance à la baisse. Et en fait, aujourd'hui, l'augmentation, on va dire, du nombre d'arrivées de petites anguilles n'arrive pas à contrebalancer cette disparition des gros individus qui, naturellement, partent régulièrement pour se reproduire. Donc voilà, sur la tendance globale sur l'Orne et sur les autres et sur une bonne partie des autres axes normands. Merci beaucoup. Paul Fernin a levé la main. Oui, bonjour à tous. Il y a des choses que je ne m'explique pas. J'ai connu vers les années 70-80 des pêches électriques qui étaient réalisées sur des affluents, notamment de la Rille, sur l'Andelle, qui mettaient en évidence des densités et des biomasses avec les formules de l'époque, hein, Léger, Huette, Arignon, qui donnaient des biomasses de l'ordre de 300-400 kilos à l'hectare d'anguilles. Or, à cette époque, la continuité n'était pas assurée. Il y avait de la pollution, non seulement organique, mais il y avait des pollutions polymétalliques. Je pensais à la Rille notamment, que l'on constatait alors à l'époque que ces anguilles étaient détruites parce qu'il y avait une forte demande des propriétaires riverains pour éliminer les prédateurs, paraît-il, des populations locales de truites. Donc il doit exister encore des archives au niveau de ce qui était le CSP de l'époque, avec donc des résultats de ces pêches. En matière d'état des lieux, il y a aussi pas mal d'indices poissons qui sont réalisés sur la majorité des affluents de la Seine et sur les rivières côtières. Bon, il faudrait peut-être regarder si les résultats des pêches faites pour le calcul de ces indices est suffisamment exploité, ce qui permettrait d'avoir des données sur, disons, les populations d'anguilles en place actuellement sur les affluents. Alors, je ne sais pas, moi, dans la liste des rivières qui ont été citées, je suis assez étonné de ne pas voir l'Andelle, qui est située donc juste en aval du barrage de Pose. Donc, c'est toute une biomasse qui court-circuite en fait la Seine et qui s'en va vers l'Andelle. En amont, on a également l'Eure qui maintenant circule. Donc, ce sont des anguilles qui ne sont pas comptabilisées. Il faudrait peut-être avoir des données sur notamment les effets des aménagements récents qui ont été réalisés, comme le barrage de Marteau sur l'Eure, le barrage de Pont-de-Mer sur la Rille maritime qui a été mis en place et qui semble fonctionner pour les migrateurs, enfin les salmonidés grands migrateurs. Donc, peut-être faire une évaluation là-dessus. En matière de pression, après j'arrête là. En matière de pression, je pense qu'il y a un élément qui joue énormément sur la Seine, c'est les aménagements portuaires et notamment les approfondissements successifs qui ont modifié les paramètres hydrodynamiques dans l'estuaire, avec des vitesses atteintes qui sont très élevées notamment, avec des berges qui sont largement imperméabilisées, qui font que les anguilles ne font que passer, en fait, si elles veulent remonter. Alors, autre point aussi, c'est que le chenal de la Seine est un chenal qui est entretenu en permanence. Et
je n'ai jamais eu, ça fait 20 ans que je pose ou 30 ans que je pose la question, de réponse sur les effets du dragage permanent sur les anguilles, et notamment sur les anguillettes, les civelles qui empruntent la Seine et ses affluents. Merci. Merci, Paul. Alors, concernant la diatribe, la prédation sous la truie, oui, c'est quelque chose qui était supposé. Les études n'ont pas montré d'interférence avec les autres migrateurs, notamment au Canada, ils ont fait des études, c'est pas la même espèce, mais il n'y a pas eu un impact sur les autres. Les réouvertures pour l'anguille n'ont pas eu des impacts sur les autres peuplements, et notamment sur les truites et les salmonides de plus en général. Donc, sur ce sujet, oui, effectivement, il y a eu historiquement un problème de compréhension des relations interspécifiques. Pour ce qui concerne les bilans sous l'heure, je ne sais pas, ici, il y a peut-être l'effet de pêche qui ont quelques éléments sur ça, s'ils ont fait déjà des prélèvements, par exemple, sur l'heure suite à l'effacement du barrage de Marteau. Non. Alors, je ne sais pas si dans les idées participants, je ne sais pas qui a la Fédération de cette qui est là, mais je peux peut-être répondre à leur place. Le bilan, c'est un peu la même chose que ce que je disais sur les fleuves côtiers normands. Alors, c'est valable pour l'Andelle, pour l'Eure et pour la Rille au final. Donc, il y a bien des pêches qui sont faites, hein. C'est des pêches en indice d'abondance anguille. Donc, c'est la pêche spécifique pour suivre cette espèce-là. Il y a un réseau qui est disposé le long de ces 3 axes. Et globalement, la tendance, donc il y a bien eu des aménagements RCE. Nous, on observe la progression des jeunes individus le long des axes. C'est vraiment comme pour les côtiers, hein, c'est la même réponse que tout à l'heure, avec une augmentation du nombre de ces petits individus et par contre, à contrario, une diminution du nombre des plus gros. Après, sur le parallèle entre nous, les résultats qu'on a, donc par station, on a un nombre d'individus donc par station qui est transposable aux 100 mètres carrés. On est plutôt là sur des indices qui sont médiocres à moyen selon les années, mais on est quand même plutôt bas. Après, de là à comparer avec un tonnage à l'hectare, j'ai pas forcément la conversion là, mais c'est sûr le ratio doit être sans commune mesure, hein. Voilà. Merci. Il y a d'autres questions, remarques? Pendant qu'il suit, une remarque aussi, tu as parlé tout à l'heure des fossés du lit majeur de la Seine. Ce sont des fossés qui sont des fossés d'hydraulique agricole la plupart du temps, et ils fonctionnent avec des clapets. Et aujourd'hui, en plus, ils ne sont plus gérés. Donc, ce sont autant d'obstacles aussi à la remontée latérale. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait également évaluer. Bon, sinon, en dehors de ça, pour la connectivité latérale, preuve en est aujourd'hui ce qui se passe avec le reposoir sur dune. On fait quand même assez confiance, disons, à la nature forcée par le changement climatique pour reconnecter, disons, certaines, disons, connexions, hein, pour, disons, les réhabiliter. Donc, il ne faudrait pas non plus que, disons, la recherche disons, de mesures stables dans le temps contrarie, disons, les effets naturels de ce qui se passe en ce moment. C'est les grands emblèmes sur comment traiter le réseau de fossés, justement. Le parc, il aura sûrement des réponses par rapport à ça, mais il y a sûrement une partie des réseaux de fossés qui sont classés comme rivières désormais à niveau réglementaire, donc sur lesquels on a des obligations d'État, mais pour le restant des réseaux de fossés, comme Paul vient de le dire, il y a, voilà, ce sont des réseaux de drainage à la base.
Et donc, on ne peut pas dire que ce soit des milieux propices. Néanmoins, voilà, s'ils sont colonisés, c'est par dysfonctionnement du clapet anti-retour, du clapet anti-marée. Donc, ce qui pose question sur comment ces milieux doivent être gérés sous la gestion des niveaux d'eau et aussi en considérant que si on parle de réseaux de fossés de drainage, bah, ce sont des réseaux qui sont susceptibles de récupérer aussi tous les engrais, toutes les substances chimiques qui peuvent être renversées sur les champs agricoles. Donc, en effet, c'est une question ouverte sur comment on va gérer ce réseau de fossés qui pourtant est très attendu, comme on a pu voir. C'est plus de 2000 km quand même de linéaire. Oui, si je peux intervenir aussi. Bien sûr. Guénard, je suis technicien milieu aquatique pour le parc et précédemment il y avait Florian, mais il vient de partir pour une autre réunion. Du coup, je dis ça pour une réunion justement sur tout ce qu'on faisait nous le parc et sur la thématique des fossés. Il y a une autre question, c'est le risque prévention d'inondation surtout, où l'endiguement, là, on n'a pas la main dessus. Donc, nous souhaiterions ouvrir ces fossés, l'accès aux fossés, l'accès aux plaines. Oui, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais derrière, il y a d'autres problématiques. Donc, et ça, on n'a pas la main. Tout à fait. Tout à fait. Merci pour ces précisions. Oui, oui. En ce moment, juste pour information, nous sommes en train de travailler sur un projet, ça s'appelle le projet Connect, pas mal de résultats que je vous ai montrés sur le réseau de fossés et sur les ouvrages traversants viennent de ce projet. L'idée, c'est justement d'essayer de caractériser les niveaux de connexion potentiels de ces réseaux de fossés avec la Seine, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre d'ouvrages, mais on ne sait pas quel est leur diamètre, quelle est leur cote altimétrique, donc le pourcentage de temps dans lequel ils sont réellement connectés à la Seine. Et ce sont toutes des questions qui sont importantes pour pouvoir réfléchir justement à ces ouvertures de façon rationnelle. Donc, merci Maxime pour cette précision. Élise, un petit mot de la fin? Oui, parce qu'il est 14 heures passées, donc il va être temps de conclure. Du coup, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez le rapport de synthèse rédigé par le muséum. Vous pouvez le trouver sur notre site internet. Si vous êtes curieux à propos de nos autres sujets de recherche et d'études, vous pouvez consulter notre application, la géographie des connaissances, qui est également disponible sur notre site internet. Et puis, vous pourrez retrouver une petite synthèse vulgarisée de ce que vous a présenté Manuel là pendant ce webinaire dans un article de notre prochain numéro du magazine Tout s'explique qui devrait paraître à la fin du premier semestre de cette année. Et nous vous l'enverrons, du coup, l'article en question aux participants du webinaire. On vous enverra également un petit questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Ça nous permettra de nous améliorer, de prendre en compte certaines suggestions, et notamment si vous avez des idées de sujets à nous suggérer, on est très preneurs. Et puis, nous allons vous donner rendez-vous pour le prochain numéro de ce webinaire qui se tiendra le 10 juin, qui sera présenté par Cédric Fisson sur la thématique de la pollution plastique dans l'estuaire de la Seine. Donc, n'hésitez pas à faire suivre cette information et puis à nous retrouver au mois de juin. Je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup, Manuel, pour la présentation. Et passez une bonne après-midi. À bientôt. Au revoir.